Apple, Amazon, Tesla, Microsoft, Nvidia, tous les grands géants de la tech sont cotés sur le Nasdaq. Et le Nasdaq 100, eh bien, c'est l'indice boursier qui rassemble les 100 plus grosses entreprises cotées sur le Nasdaq. Tu vas donc retrouver les 7 magnifiques et les grosses entreprises que tout le monde connaît et dans lesquelles tout le monde veut investir. C'est leader de l'innovation qui façonne le futur numérique et technologique. Que tu sois un débutant ou un investisseur confirmé, il faut que tu envisages sérieusement d'investir sur le Nasdaq 100. Attention, c'est un placement qui est risqué. Grosse volatilité, mais aussi gros potentiel de croissance. On parle de 500 à 600% sur les 10 dernières années, c'est juste aberrant. Par contre, volatilité importante, risque de chute, risque aussi de surévaluation de ces énormes entreprises de la tech qui parfois sont anticipées par les investisseurs qui pensent qu'elles valent autant alors qu'en fait non, leur prix n'est pas juste. Bref, il faut te renseigner, ce n'est pas un placement qui est pour tout le monde non plus. C'est pour cela qu'il faut absolument diversifier. Et dans cette vidéo, je vais te présenter les 3 principaux ETF qui permettent d'investir sur le Nasdaq 100. Il y en aura un accumulatif, un distribuant et aussi un qui est réservé pour le PEA en France si c'est l'enveloppe fiscale que tu as choisie. Les ETF, tu sais sans doute que ce sont des fonds qui sont cotés en bourse qui permettent en quelque sorte d'acheter des lots d'actions. Et donc ici, on va vouloir acheter les 100 plus grosses entreprises du Nasdaq que je vais te présenter tout de suite. Et on commence par le Nasdaq 100 de iShares de l'émetteur BlackRock qui est bien connu et surpuissant dans le monde de la finance. Tu peux voir les fameux presque 500% de performance. Ici, on a eu une petite diminution. D'accord, récemment, mais le Nasdaq reste un placement complètement monstrueux et surcheaté. Le problème, je l'ai dit, il y en a plusieurs, c'est que les entreprises dedans peuvent être surévaluées, que c'est un indice qui peut plus bouger et être plus dangereux que les gros indices globaux. Donc perso, j'en ai du Nasdaq 100, mais en quantité limitée dans mon portefeuille, il faut maîtriser le risque. Il y a un petit code ISIN qui est ici, n'essaye pas de le noter, je vais te le mettre en description. Je te mets tous les codes dans la description de la vidéo. Ces petits codes ISIN te permettent de retrouver les placements que je te présente. Il suffit de les copier-coller sur Google et tu retrouveras ces graphiques, tu retrouveras les documents. Mais le mieux, c'est quand même de suivre ma voie et de voir ce que je te raconte. Ici, tu peux voir qu'on a 0,33 de frais, donc c'est moyen, c'est pas spécialement cher, c'est pas spécialement peu cher. 0,33 de ton investissement seront pris par an pour payer les frais, les coûts de transaction, mais aussi les frais administratifs. Et il faut payer les gens qui gèrent cet ETF et qui travaillent à ta place, évidemment, chez BlackRock. Cet ETF, il est physique. Moi, perso, je préfère. Ça veut dire qu'il achète réellement les actions de l'indice. Et ensuite, il est capitalisant. Donc, tous les dividendes qui sont récupérés sont automatiquement réinvestis dans l'ETF pour faire gonfler ton capital. Ensuite, on a 5 étoiles sur 5 en cotation Morningstar, c'est plutôt impressionnant, d'accord? Donc c'est un placement qui est bien évalué par les organismes. Dans la répartition des actifs, tu peux voir qu'on a 15% de cyclique, 13% de défensif et 70% de cyclique. Beaucoup de technologie juste ici, n'est-ce pas? Mais aussi de la consommation cyclique et des services de communication. Donc finalement, tu restes globalement dans les entreprises technologiques. Si je descends, tu vois qu'on est à 100% en actions et qu'on a principalement des entreprises aux États-Unis, uniquement des entreprises en fait aux États-Unis, Apple, Microsoft, Nvidia, Broadcom, Amazon, Meta, ça c'est Facebook, Tesla. Costaud, on a Alphabet, ça c'est Google, bref des gros noms et ils représentent déjà 50% de l'indice. Donc en fait avec cet ETF tu investis sur les grosses entreprises de la tech les plus connues que tout le monde suit en ce moment. Donc c'est plutôt sympathique. Dans les documents, ici tu peux voir le KID, c'est le document d'information générale du fonds. Il y a plein d'informations, tu peux téléphoner à BlackRock si tu veux, pourquoi pas, pour leur demander des choses. Je ne sais pas si ça va être en français. Derrière tu vois ici tout un document que je te laisserai lire à la maison. Il y a un risque sur une échelle de 1 à 7, le risque 5. Ça veut dire que c'est un peu plus risqué que la moyenne. Un ETF Monde, par exemple, basique, il a un risque 4. Ici, tu es un peu plus risqué. Ensuite, au niveau des rendements potentiels, avec 10 000 $ investis, tu peux espérer après 5 ans 2 700 $ en cas de crise et de misère. Si tout se passe pas très bien, tu peux espérer 10 400, donc tu serais quand même gagnant. Si ça cartonne, si ça se passe bien, 22 000 dans un bon scénario intermédiaire. Si tout est incroyable, que la bourse elle flambe à mort, et bien là tu peux espérer 34 000 $, donc tripler ton investissement sur 10 ans, ce serait génial. C'est ce qui s'est passé il y a 10 ans, mais rien ne garantit que ça se passera dans le futur. Ces prévisions sont d'ailleurs basées sur le passé, d'accord? Donc c'est des vraies données du passé. Tu vois ici en 2021, 2018, 2016, des scénarios qui ont réellement eu lieu, mais qui ne garantissent pas que ça va se reproduire dans le futur. Évidemment, l'économie évolue au fur et à mesure. Au niveau des frais, on est à 0,33%. Il n'y a pas apparemment de frais cachés, donc c'est plutôt encourageant.
Deuxième ETF, on passe chez Invesco, donc c'est un autre émetteur d'ETF, il est aussi sur le Nasdaq 100 évidemment, il est UCITS, ça veut dire qu'il est régulé, il a 6 000 millions d'encours, quelque chose comme ça, je ne l'ai pas dit mais celui d'avant, le iShares, il avait 12 ou 13 000 millions, donc c'est le double, c'est des montants qui sont affolants, hein, donc c'est des très gros ETF. L'ancien, il était donc capitalisant. Celui-ci, Invesco, il est distribuant. Donc, tous les dividendes, il va te les distribuer. Ça veut dire que tu vas les toucher sur ton compte. La part est aussi moins chère. On est à 444 € la part. L'autre, tu as vu qu'il était à 1 000 €. Ça faisait un petit peu mal. Ici, c'est un ETF qui est aussi plus récent. On n'a pas de données avant. L'ETF, il date de 2002. Il a sûrement été restructuré, reformulé, fusionné. Et c'est pour ça que les données, on en a moins. Ensuite, tu peux voir qu'il a quand même 5 étoiles sur 5, il est en physique, je ne l'ai pas dit aussi encore une fois, mais ils sont en physique réplication complète, ça veut dire qu'ils achètent vraiment les 100 entreprises. Il y a des ETF qui sont en échantillonné, ils n'achètent pas toutes les entreprises, ils en achètent quelques-unes pour donner une idée de l'indice. Ici non, ils achètent les 100, hein. Tous les deux achètent les 100 entreprises réellement et les possèdent, donc tu les as indirectement. La distribution des dividendes se fait de manière trimestrielle, donc tous les 3 mois tu toucheras ton petit dividende, ça fait plaisir et tu peux ensuite le réinvestir ou en faire ce que tu veux. Moi perso, je suis plus accumulatif comme je suis relativement jeune encore et que j'investis sur 10-15 ans, eh bien je préfère prendre du accumulatif, mais voilà, je voulais proposer les deux options. Il n'y a pas grand chose d'autre à voir, hein. Au niveau de la répartition des actifs, on va être sensiblement pareil. Au niveau des entreprises, c'est la même chose, même au niveau des pourcentages, ça ressemble beaucoup. Et au niveau du document, on peut très rapidement vérifier s'il n'y a pas un petit changement. Ils nous proposent, eux, en termes de risque, 5. Donc, c'était la même cotation que pour iShares, hein, puisque chacun décide. Et au niveau des scénarios de performance, tu vois qu'on a globalement la même chose. Ils sont peut-être plus sévères ici en cas de scénario de tension. Mais bon, normalement, ça reste le même indice. Donc, je trouve qu'ils sont un petit peu plus sévères. Mais ça te donne une idée générale. Tu peux toujours tripler sur 10 ans dans un scénario incroyable. Et au niveau des frais, c'est important, on a 0,30, donc c'est quasi pareil que l'autre finalement, pas de frais cachés. Donc que tu le veuilles en distributif ou en accumulatif, eh bien tu as ici deux options correctes. N'hésite pas à faire tes propres recherches parce qu'il y a encore des dizaines d'autres ETF Nasdaq 100 qui n'attendent que toi. En fonction de tes convictions et de ton avis personnel, tu pourrais en aimer d'autres, d'accord? On va passer sur celui qui est disponible sur PEA. Si tu apprécies ce genre de contenu, tu peux soutenir la chaîne à l'aide du programme de souscription YouTube. C'est un système de sub directement intégré dans YouTube qui permet de soutenir les créateurs. En échange, tu as des petits avantages sympathiques comme l'accès à des vidéos en avance, à des vidéos spéciales pour les membres ou encore le choix d'un prochain sujet qui sera abordé sur la chaîne. C'est le premier lien en description et on parlait de quoi déjà ? Et il s'agit du Lyxor PEA Nasdaq, c'est le plus gros sur PEA, il a 400 millions d'encours sous gestion. Ça paraît peu par rapport aux 6 000 millions d'avant, mais ceux d'avant étaient destinés au monde entier, d'accord? Il y a tout le monde qui les achète, surtout les Américains, etc. Ici, on est sur un ETF PEA, donc forcément, il est moins capitalisé, il est pour les Français, hein, pour le système français, et 400 millions, c'est énorme, d'accord? On considère qu'un ETF est vraiment fiable à partir de 100 millions d'encours. Ici, 400 millions, c'est quand même très impressionnant. Dans cet ETF, tu peux voir qu'on est UCITS, donc il est régulé, il suit toute une série de critères, il est disponible pour PEA, c'est écrit ici, et il est accumulatif, donc il réinvestit les dividendes. Le seul problème, mais bon, ça tu ne peux pas y échapper sur PEA, c'est qu'il est synthétique. Ça veut dire qu'il n'achète pas réellement les 100 actions sur le Nasdaq, puisque en tant qu'investisseur en PEA, tu ne peux pas acheter les actions américaines. Donc, il y a un système de swap, ils achètent d'autres produits et ils te garantissent, ils te promettent de te donner la performance du Nasdaq 100. Donc finalement, tu as la performance du Nasdaq 100 sans avoir d'entreprise américaine dans ton portefeuille. Si tu investis sur PEA, je suppose que tu comprends un peu tout ce système que je ne vais pas tout réexpliquer ici. On est passé de 10 € l'action et on a fait un petit x7, donc c'est quand même super intéressant, un ETF qui a pris énormément de valeur. On descend ici, on a cette notation de 5 étoiles sur 5 qui demeure, donc ça c'est très encourageant. On est synthétique, je l'avais dit, et on est en capitalisation. L'ETF qui date de 2014, d'accord, et on va aller voir dans la répartition des actifs. Évidemment, pas grande surprise, tu vois que ça bouge un peu de 1% par-ci par-là, mais on reste globalement en action et on est sur le Nasdaq 100. Ici, forcément, tu n'as pas le top des positions puisque on investit sur d'autres placements, etc. de manière indirecte. Et au niveau des documents et du KID, on va voir si là, par contre, il peut y avoir des petits changements. Tu vas voir que cet ETF d'Amundi, gros émetteur, d'accord, d'ETF PEA, tu connais probablement. Il donne une notation de risque de 5 sur 7, donc c'est pareil que les autres. Et au niveau des estimations, il nous promet 700 € en cas de catastrophe. Donc
encore plus sévère que les autres, 12 000 si ça se passe pas très bien, 23 000 si ça se passe bien et 32 000 si ça se passe très très bien. Tu vois vraiment la volatilité, hein. Tu peux passer de tout à rien, mais bon, nous on investit sur 10, 15, 20 ans, donc plus tu investis sur longtemps, plus le risque est maîtrisé, même s'il y a toujours évidemment un risque de perte en capital. Pour ce qui est des frais, on est sur du 0,30 sans frais annexes, donc je t'ai proposé finalement 3 ETF qui ont tous 0,30 à peu près de frais, 0,33 qui sont des frais corrects, d'accord, quand on compare à des frais bancaires qui sont 10 fois supérieurs. Ici, tu as des ETF qui sont moins chers, qui existent, mais qui sont moins capitalisés, qui sont différents. Je te laisse faire tes propres recherches. Dans tous les cas, on peut conclure qu'investir sur le Nasdaq peut être très rentable. Tu vois qu'on peut avoir des multiples vraiment intéressants pour un investissement en ETF. Encore une fois, on n'est pas sur des actions individuelles qui peuvent tomber à zéro. Un ETF, lui, il peut avoir des grosses fluctuations, mais tu as quand même beaucoup d'entreprises, d'accord, qui sont diversifiées. Même si ici, on est vachement sur le secteur de la technologie. Donc pourquoi pas, si tu as déjà des ETF Monde, ETF SP500, ETF pays émergents, etc. et que tu te dis j'ai envie de mettre une partie de mon capital sur un truc un peu plus risqué mais qui peut rapporter gros, pourquoi pas tenter un Nasdaq 100, faire tes propres recherches, c'est important pour prendre une bonne décision éclairée dans ta situation. N'hésite pas évidemment à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran. Je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.